Leïla Chahid est ambassadrice de la Palestine en Belgique, au Luxembourg et auprès de l'Union européenne. Elle est engagée, on le sait depuis longtemps aussi, pour la cause palestinienne. Bonsoir Leïla Chahid. Bonsoir. Merci d'être là ce soir avec nous. Merci à vous David. Première question un petit peu générale, Leïla Chahid, c'est quoi être palestinien aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup moins douloureux et pénible que ça ne l'a été pendant les 45-46 années de mon militantisme politique. Et je me rappelais une période où, lorsque je disais palestinien, on me disait c'est quoi, israélien? Je dis non, je vous dis palestinien. On me disait mais qu'est-ce que c'est palestinien? Est-ce que ça existe? Ou on me disait palestinien, hein, vous êtes tous terroristes. Je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, comme vous dites, je suis ambassadeur de Palestine, ambassadrice de Palestine. Depuis peu. Depuis quelques mois à peine, puisque la Belgique a rehaussé le statut de la délégation en mission de Palestine et a donné une reconnaissance diplomatique au chef de mission, donc à l'ambassadeur, l'ambassadrice dans ce cas précis. Et donc maintenant, il y a une grande reconnaissance politique pour le peuple palestinien, pour ses représentants, et c'est important pour la lutte du peuple palestinien qui pendant longtemps a été, qui continue à l'être, une lutte pour faire reconnaître que nous avons le droit, comme tous les peuples du monde, d'avoir une souveraineté, une indépendance et de vivre en paix avec nos voisins israéliens. Ce qui n'est pas encore le cas complètement. Non, ça va mieux, malheureusement. Nous sommes un peuple tellement à part dans la complexité de la situation, c'est que nous avons eu la reconnaissance, il y a 2 ans, à l'Assemblée générale des Nations unies, de 138 États sur les 193, et dont la majorité des Européens d'ailleurs, avec un seul pays qui a voté contre. Mais cette reconnaissance ne met pas fin à l'occupation militaire qui rend la vie des Palestiniens et des Palestiniennes de tous les âges, des Gazaouis, mais aussi de gens de Jérusalem-Est, aussi de Cisjordanie, absolument infernale parce qu'elle est assujettie à des règles militaires d'occupation depuis exactement 47 ans. C'est énorme. Alors Leïla Chahid, on va parler beaucoup de la Palestine aujourd'hui, mais il y a un paradoxe, c'est que vous, la Palestine, les Palestiniens, vous ne les avez pas découverts en Palestine au début, mais plutôt au Liban, à Beyrouth. Vous êtes né à Beyrouth en 1949 ? C'est ça. Donc j'ai 65 ans aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, non, dans quelques mois, mais j'ai 65 ans en 2014. Alors pourquoi le Liban ? C'est les Britanniques en fait qui avaient le mandat sur la Palestine, qui ont envoyé votre maman au Liban, qui est un pays francophone à l'époque, tout à fait. C'est ça ? Premièrement, parce que c'est pas seulement moi qui suis né à l'extérieur de la Palestine, c'est 60% du peuple palestinien qui fait, dans les 11 millions de personnes, 60% sont nés ailleurs qu'en Palestine, parce qu'en 1948, la création de l'État d'Israël s'est faite par l'expulsion de 90% de la population qui a été poussée à partir... Il n'y a pas eu de génocide, soyons très clairs, mais il y a eu un nettoyage ethnique. D'où la création des camps, etc. On a détruit plus de 500 villages, et vous savez, dans toutes les guerres, lorsque les réfugiés ne peuvent pas rentrer chez eux, ils partent. Et ils ne reviennent pas parce qu'on leur interdit de revenir. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Et donc, vous avez tous les villages et les villes du nord de Palestine ont été à pied vers le Liban. C'est le cas de votre papa de Saint-Jean-d'Acre qui... Oui, non, c'est pas exactement, mais je parle avant des autres, avant de parler de moi-même. Les autres ont été, après la guerre de 67, de Cisjordanie vers la Jordanie. Et aujourd'hui, vous avez plus de 6 millions de personnes qui sont des réfugiés, dans la majeure partie d'entre eux dans des camps de réfugiés, et dans des cas comme celui de ma famille, qui, elle, n'est pas partie en 1948, parce que mon père est parti au Liban pour étudier, parce que le Liban était le centre de l'éducation et de la culture et de l'édition du monde arabe en général. Spécialement Beyrouth, où il y avait une université connue. Oui. Il y a eu 3 universités au Liban depuis 100 ans. L'université jésuite des Français, américaine des protestants et arabes. Et donc, mon père a été faire son secondaire chez les jésuites à l'âge de 10 ans. Ma mère, elle, était la fille d'un militant nationaliste connu en Palestine. Et lorsque les Britanniques l'ont condamné à une arrestation, et il a été, lui, déporté aux Seychelles avec les dirigeants palestiniens, on a envoyé sa femme et ses enfants en exil dans un pays à mandat français. Et grâce à Dieu, c'était le Liban. Ça aurait pu être autre chose. Et donc, nous avons pu, nous, nés au Liban, puisqu'ils ont été envoyés au Liban en 1936. Et donc, nous sommes, moi et mes sœurs, on est nés au Liban. 2 sœurs. Et j'ai 2 sœurs. Et le Liban
était dans ces années-là un havre de créativité, d'éducation, de cosmopolitisme et même de coexistence, parce que la guerre civile, elle ne date de 75. Mais nous, lorsqu'on est en 49, 53 et 58, comme sont les âges de mes sœurs, le Liban est vraiment un lieu magnifique, même si c'est très douloureux. On était 400 000 réfugiés au Liban. Vous étiez dans une famille... ayant été professeur de médecine, nous n'avons pas souffert sur le plan, je dirais, économique et social comme des réfugiés. Plutôt aisée. Votre maman aussi est d'une ligne... C'est Syrie, votre maman hein? Oui, maman. Mais vous savez, même les Husseini étaient des gens qui étaient riches au niveau de leur propriété terrienne. Ils étaient propriétaires en Palestine. Et donc tout est parti en 1948. Mais mon père a recommencé, il est parti lui aussi sans le sou, mais un professeur de médecine, il était professeur de médecine, il enseignait, mais aussi il avait un cabinet, il faisait de la recherche. À l'époque, ça pouvait assurer une bonne vie. Et donc, je ne peux pas dire que nous avons souffert des conditions économiques, mais nous étions très solidaires, comme tous les Palestiniens, des 400 000 qui étaient dans leur majorité dans des camps de réfugiés au Liban. Si je parle de la famille de votre maman, on peut parler des Alani aussi, hein, donc le grand mufti de Jérusalem était tout à fait, et surtout le maire. Et le maire de Jérusalem. Son grand-père, le grand-père de ma mère, donc mon arrière-grand-père, qui s'appelait Faïd el-Alami, était le maire de Jérusalem en 1904. Et avant ça, il était député de l'Empire ottoman, parce que pendant les 400 ans de l'Empire ottoman, il y a eu quand même une forme d'autonomie locale de toutes les provinces de l'Empire, que ces provinces soient syriennes ou libanaises ou palestiniennes ou algériennes. Et donc, vous aviez des élus qui siégeaient au Parlement à Istanbul, et puis vous aviez des élus locaux qui étaient des représentants de ces villes-là. Damas, Beyrouth, Jérusalem, Alep, et donc mon arrière-grand-père, le grand-père de ma mère, était le maire de Jérusalem. Et dans son conseil municipal, il avait des juifs, des chrétiens et des musulmans qui s'entendaient très bien, qui dirigeaient très bien la ville. Et cette ville a été une ville cosmopolite extraordinaire, jusqu'à malheureusement sa division entre Est et Ouest en 1948, et puis son annexion en 1967 pour devenir aujourd'hui une ville que les Israéliens voudraient exclusivement israélienne, et je dirais même exclusivement juive. Et c'est tragique parce que c'est une ville, si vous avez été à Jérusalem, c'est une ville unique dans le fait qu'elle est, on dirait qu'elle est née pour être cosmopolite, on dirait qu'elle est faite pour être un lieu qui représente, je dirais, la spiritualité du monde entier, mais aussi ce besoin de spiritualité, je dirais œcuménique, universelle, qu'elle ne doit pas appartenir, je ne dis pas qu'elle doit appartenir aux Palestiniens seuls non plus. Moi, je souhaiterais à la rigueur qu'elle soit une ville ouverte, une ville universelle qui représente, mais pour le moment, elle est occupée militairement et ça va mal. Vous parlez 1967, vous êtes encore très jeune en 1967. Pas si jeune que ça, 67, j'ai 18 ans. Enfin, voilà, vous passez votre bac. Oui, je passe mon bac. Et c'est la guerre des 6 jours qui commence. Tout à fait. Le même jour, ça veut dire que le jour où il y a les épreuves du bac, et que nous avons tous des crampes. C'est le début de la guerre des 6 jours. Oui, c'est le 5 juin. Le 5 juin, c'était l'épreuve du bac. Et donc, nous, on révise avec mes amis à l'école comme des fous et on a des crampes à l'estomac parce que, comme tout le monde, on avait très peur de l'échec. Et le matin, on se lève pour aller aux épreuves. La radio annonce qu'il y a un couvre-feu et qu'il y a la guerre et que tout est annulé et qu'il fallait couvrir toutes les fenêtres de bleu, qu'il fallait rester chez soi. Et c'est la déclaration de guerre. Et nous sommes persuadés que Israël est en face à quatre armées. Voilà, jordaniennes, syriennes, libanaises, irakiennes et égyptiennes. On n'avait pas de doute qu'ils vont pouvoir repousser l'armée israélienne. Et lorsque, en quelques jours, nous apprenons que toutes ces armées arabes ont été battues par l'armée israélienne, surtout parce qu'elle a eu la haute main sur l'aviation égyptienne, puisqu'elle les a cloués au sol avant qu'ils ne décollent, nous avons été humiliés de manière tellement terrible que moi, je pense que c'est là où j'ai grandi, vraiment, en 24 heures. Il y a eu un déclic ce jour-là, enfin ces jours-là. Je dirais que oui, en tout cas, le 5, ça a commencé. Et le déclic, c'est lorsqu'on a appris la défaite, qui était 6 jours plus tard. Vous avez voulu vous engager après, faire quelque chose? Tout de suite, pas seulement moi. Je dirais toute une génération de Libanais, de Syriens, d'Égyptiens, d'Irakiens, de Marocains, de Tunisiens, d'Algériens. Parce que
vous imaginez, nous, on avait le sentiment déjà d'avoir perdu une part de notre pays. N'oubliez pas qu'en 1967, il y a déjà eu la guerre de 1948 palestinienne, mais la guerre contre l'Égypte, menée par la France, l'Angleterre et Israël. Aussi, c'est Israël qui gagne en 1956. Et donc, nous avons déjà derrière nous des défaites. Et nous avons une politique israélienne très dure à l'égard non seulement des Palestiniens, mais aussi des Égyptiens et des Syriens. Il y a aussi un Golan occupé. Et donc, tous les Arabes étaient solidaires, voulaient que... moi, je pense qu'ils n'ont jamais voulu détruire Israël. Et d'ailleurs, maintenant, les historiens israéliens le reconnaissent. Même si Israël a beaucoup fait de propagande à l'époque en disant on était menacé d'annihilation, il n'y a jamais eu vraiment même une volonté d'annihilation. Destruction complète. Mais ils voulaient donner une leçon à l'armée israélienne. Or, au lieu de réussir, ils ont perdu. Et c'était pour la génération des jeunes qui avaient mon âge, 18 ans, je pense, l'entrée en politique. Et comme moi, des milliers de jeunes Arabes ont voulu rentrer en politique pour relever le défi. Parce que ce n'était pas seulement sur le plan politique, c'était même sur le plan de la capacité technologique, de la capacité stratégique, de savoir planifier. On se disait, mais comment est-ce que c'est possible de perdre une guerre en 6 jours? Donc, quelque part, nous sommes incapables d'être modernes même. Et donc, ça a été, pour les poètes, pour les écrivains, pour les romanciers, pour les musiciens, aussi une remise en cause très, très fondamentale. Vous allez continuer votre parcours scolaire aussi, vous allez rentrer à l'université, vous avez choisi... Oui, sauf qu'avant, je devais aller étudier à l'étranger. Et après cette guerre de 67, j'ai dit à mes parents, moi, je ne veux pas partir, je veux rester à côté de ma génération de militants arabes qui veulent, premièrement, comprendre pourquoi on a été battus comme ça, à plate couture, et deuxièmement, relever le défi de nous mobiliser dans des partis politiques, dans des mouvements sociaux, dans des syndicats. Vos parents acceptent facilement? Très. N'ont pas peur pour vous? Très, non. Mais mes deux parents, ma mère et mon père, étaient des personnes qui ont toujours beaucoup cru dans la capacité de laisser à leurs enfants le choix de tout, de nos études, de nos mariages. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir un père et une mère qui nous ont toujours soutenus, moi et mes sœurs. Et bien que mon père avait réellement dépensé de l'argent pour que je fasse une formation pour aller étudier en Angleterre en venant d'une école francophone, il m'a dit, oui, je comprends qu'après ce qui s'est passé, tu as envie de rester. Parce et donc je suis restée. Vous étiez une femme arabe aussi, on connaît la place de la femme dans la culture arabe, c'est pas toujours évident non plus. Donc chez vous, mais je dirais que dans le milieu comme le mien, ça veut dire un milieu éduqué. Je suis de culture musulmane, même si je ne suis pas une pratiquante, mais nous sommes une famille très laïque. Et j'ai des sœurs qui sont mariées à 2 chrétiens. Mes parents n'en ont jamais fait un problème. Et donc, dans ce genre de milieu, de classe moyenne laïque, il n'y a aucun problème entre femmes et hommes. Et on sous-estime souvent ça, parce qu'aujourd'hui, étant donné, malheureusement, la montée des fondamentalismes et du djihadisme politique, on a tendance à penser que dans la culture musulmane, toutes les femmes sont opprimées, ce qui n'est pas vrai du tout. Il n'y a qu'à regarder l'histoire de l'islam et voir comme même l'épouse du prophète a été une grande femme de commerce et de business. Et en tout cas, disons, dans cette génération, à l'époque, une femme arabe à Beyrouth pouvait assumer plein de responsabilités. Il y avait beaucoup de filles à l'université, puisque vous allez à l'université. Oui, plus de filles d'ailleurs qui réussissaient que de garçons. Ma mère, avant moi, était à l'université américaine. Elle a fait sa licence et sa maîtrise, en littérature anglaise d'ailleurs. Et donc, il y avait des femmes à l'université Saint-Joseph, jésuite, ou à l'université américaine, ou à l'université arabe. Et le Liban, avec ses universités, fonctionnait comme le lieu où venait toute la classe moyenne syrienne, irakienne, égyptienne. Du Proche-Orient, quoi. Voilà. Et on pouvait être pensionnaire, donc ce qui facilitait. On avait des jeunes femmes d'Arabie Saoudite, du Koweït, du Bahreïn, qui sont restées des amies de classe de l'époque et qui sont devenues l'élite de ces pays 10 ans, 20 ans après. Ce serait peut-être plus compliqué aujourd'hui pour ces femmes d'Arabie Saoudite notamment. Non, je pense d'ailleurs que les printemps arabes ont montré combien les femmes ont participé à ce sursaut de ce qu'on appelle dans la presse communément le printemps arabe, qui était un soulèvement de la société civile, des citoyens. Bien sûr, en Arabie Saoudite, ce n'est pas les femmes. Arabie Saoudite, oui, en Arabie Saoudite, c'est un cas très spécial parce que le régime saoudien considère qu'il est le protecteur d'une certaine orthodoxie sunnite. Et comme ils ont les lieux saints musulmans par définition, la Mecque, Médine, la Mecque, ils sont
absolument terrorisés à l'idée d'être critiqués par d'autres pays sunnites ou par l'Iran chiite. Et donc, ils ont par la loi des mesures, mais vous avez vu que même en Arabie Saoudite, les femmes se révoltent, puisque maintenant, elles demandent à avoir des droits égaux. Et je pense qu'elles les obtiendront. Même si le chemin est encore long. Oui, le chemin est long pour tous les Saoudiens, je dirais. Alors, vous faites anthropologie à l'université, sociologie, anthropologie, et vous allez vous intéresser tout doucement à ce qui se passe dans votre ville, notamment ces camps palestiniens qui sont là. En fait, je m'étais intéressée aux camps déjà avant. Oui. Ça veut dire que lorsque j'ai commencé à me sentir très concernée par la Palestine, j'ai cherché la Palestine et nous n'avions pas le droit d'y aller. Nous ne pouvions pas aller en Palestine. Dans les territoires, vous Oui. Ce qu'on appelle maintenant les territoires. Les territoires ou en Israël. On n'avait pas le droit d'y aller. Et donc, après 67, jusqu'en 67, on pouvait aller en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Mais après 67, on ne pouvait même pas aller en Cisjordanie puisqu'elle était occupée militairement. Et donc, j'ai cherché ma Palestine et je l'ai trouvée dans les camps. Oui, vous avez dit ma Palestine, ce sont les camps. Oui, parce que c'est quoi l'identité palestinienne? C'est là où les Palestiniens sont. Donc, dans ces camps, qui étaient, disons, comme des bidonvilles, il y avait une communauté palestinienne, des femmes, des hommes, des familles, des enfants, des gens qui vivaient collectivement et qui avaient transporté avec eux tout ce qui était leur identité d'origine. Leur culture, leur chant, leur manière de s'habiller, leur manière d'ensemble, leurs écoles, leur théâtre, leur passe-temps, leurs douleurs, leurs souvenirs, leurs mémoires. Et donc moi, j'allais, bien que j'étais une petite fille de 18 ans, mais j'allais dans ces camps à partir de 16 ans, 17 ans, comme si j'allais en Palestine. Et c'était mon programme favori lorsque mes copines allaient faire à la plage ou danser ou sortir avec des copains. Moi, mon programme favori était d'aller rencontrer ces familles palestiniennes où les vieilles femmes étaient là pour raconter tous leurs souvenirs de leur tradition, où les hommes vivaient beaucoup plus péniblement parce qu'ils n'avaient pas le droit de travailler, ils étaient très humiliés d'être des chômeurs au Liban, mais où moi je sentais l'odeur de la Palestine. C'était plus qu'une petite promenade, puisque vous en avez fait une thèse à Paris, vous êtes venu à Paris pour ça dans les années 70. C'est parce que j'ai tellement aimé la structure sociale des camps, la culture de la collectivité palestinienne, la manière qu'ils avaient d'être ensemble, que j'ai senti qu'ils avaient réussi à sauver leur identité. Et donc, je me suis dit, je vais creuser plus comment est-ce qu'une population dépossédée de sa terre, de sa patrie, expulsée à travers le monde, comme elle l'a été en 1948, comment elle sauve son identité. Et donc, j'ai compris que la discipline qui pouvait m'aider à faire ça, c'est l'anthropologie. Et c'est pour ça que j'ai commencé par faire donc une maîtrise à Beyrouth, puis j'ai voulu faire un doctorat en France, à Paris, que je n'ai malheureusement pas continué. Non, mais ça vous a permis de rencontrer plein de gens, des réfugiés palestiniens à Paris, des artistes, des écrivains, et notamment un écrivain, Mohamed Berrada, qui est devenu mon mari. Votre mari, qui lui est marocain, arabe, mais marocain, et vous allez vous installer avec lui. C'est très intéressant ce monde arabe qui est divisé entre Mashrek, ça veut dire le côté moyen-oriental, et Maghreb, le côté maghrébin, dire le lever du soleil et le coucher du soleil. Et nous, au Moyen-Orient, on n'avait pas une grande proximité avec l'Algérie, le Maroc et la Tunisie et la Libye, parce qu'il n'y avait même pas de ligne directe de compagnie d'aviation. Pour aller de Beyrouth à Casablanca, voir mon mari, je devais passer par Paris. Maintenant, il y a des lignes directes. Il n'y avait pas réellement de connexion sur le plan, disons, de l'édition, de l'enseignement, de la culture, de l'économie. Et donc, pour des gens comme moi qui allaient de Beyrouth vers la France, c'était pareil pour les Syriens et pour les Jordaniens, nous avons découvert en France l'autre côté du monde arabe qu'on méconnaissait un peu, qui sont Algérie, Tunisie, Maroc. Vous êtes un peu panarabique dans la tête? Oui, beaucoup, parce que je viens d'une famille qui a été très nationaliste arabe depuis mes grands-parents, comme vous avez vu. Mais c'était abstrait, panarabique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je savais que j'avais une langue commune, qui était la langue arabe, une culture commune, mais je ne connaissais pas physiquement ce que c'était le Maghreb. Or, c'est vrai que des trois pays, j'ai été le plus fascinée par le Maroc très vite à cause de sa dimension culturelle. Et moi, parce que je m'intéresse à l'anthropologie, à la culture, à l'identité,
l'identité très forte de la culture marocaine m'a fascinée. Ouais. Et d'ailleurs, je dis toujours à mon mari que je suis tombée de son pays avant de tomber amoureuse de lui. Alors, votre mari, c'est pas n'importe qui non plus, c'est le chef de file de la littérature au Maroc. Oui. Il a traduit le Clésio en arabe, il a écrit beaucoup de romans, et il y a un certain Jean Genet aussi, oui. Qui vient chez lui, qui vient chez vous. Genet, je le rencontre à Paris, lui aussi. Oui. Mais, comme disait Genet, qui a beaucoup d'humour, moi, j'avais mon Mohamed, qui était Mohamed Barada, mon mari, et lui avait son Mohamed, qui est Mohamed Al-Qatrani, son ami. Et donc, il venait beaucoup au Maroc. Et moi, j'ai vécu 13 ans au Maroc, à Rabat. Et donc, comme Jean venait voir son ami Mohamed Qatrani, on se retrouvait souvent à Rabat, il habitait chez nous, et il venait manger chez nous. Et donc, je l'ai beaucoup fréquenté, disons, les 11 dernières années de sa vie. Et très important, un jour, il vous demande d'aller avec lui, de l'accompagner dans les camps, ces fameux camps palestiniens. Oui, c'est-à-dire, c'est dans l'autre sens. Oui, il y a le siège de Beyrouth en juin 82. Moi, ma famille habite au Liban. Mes tantes, mon oncle, ma sœur, tout le monde habite au Liban. Et donc, la ville est bombardée, elle est pratiquement détruite. Il n'y a pas d'aéroport, je ne peux pas aller. Donc, j'attends les 3 mois, lorsqu'il y a un cessez-le-feu et tout le monde pense que la guerre est terminée, pour décider de prendre l'avion et d'aller de Rabat à Beyrouth. Et Jean me dit, moi je vais avec toi. Et moi j'essaie de le dissuader parce que les conditions n'étaient encore pas idéales. Il fallait aller à Damas, prendre un taxi collectif, on ne savait pas comment on allait arriver. Il n'a rien voulu entendre. C'est drôle comment son destin exigeait qu'il aille là. Et donc, on va ensemble, c'est compliqué, mais avoir les visas et tout, mais je vous raconte l'essentiel. On arrive à Beyrouth le 10 septembre, persuadé que tout était terminé de la violence israélienne. Et il y a l'appartement de ma mère, on va dormir donc dans l'appartement de ma mère, et le lendemain, il y a l'assassinat du président Béchir Gemayel, et le jour d'après, les Israéliens rentrent à Beyrouth-Ouest, contrôlent tous les quartiers et organisent le massacre de Sabra Shatila. C'est eux qui l'organisent. C'est eux qui l'organisent. Oui, c'est eux qui l'organisent. Et moi, j'ai fait une enquête. Et lorsqu'on vient me dire qu'il y a, parce qu'il n'y a plus de responsables palestiniens à Beyrouth, ils sont partis avec le président Arafat. Donc, on cherche quelqu'un qui peut prévenir le président Arafat. On leur dit, il y a Leïla Cheïd qui vient d'arriver. Donc, la nuit, une infirmière norvégienne vient me prévenir. Et moi, le lendemain, le matin, la première chose que je fais, je vais au camp. Et bien sûr, Jean me dit, je viens avec toi. Si j'avais une seconde pensé qu'on allait voir l'horreur qu'on a vue, je ne l'aurais jamais amené avec moi. Mais pourquoi je dis destin? Parce que Genet, qui n'avait plus écrit depuis 65, et nous sommes en 82, il est tellement bouleversé par ce qu'il voit, parce qu'il a connu, lui, les combattants palestiniens en Jordanie en 70. Il est tellement bouleversé par ce qu'il voit, qui est l'horreur de ce qui reste de ce massacre, de ces corps putrifiés dans le camp abandonné, parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux, qu'il se remet à écrire. Un captif amoureux. Il écrit avant 4 heures à Shatila, qui sont les 4 heures qu'on a passées dans le camp. Et puis juste après, Un captif amoureux, qui est pour moi un livre magnifique, un chef-d'œuvre qui regarde toute sa vie, qui est un livre avant tout sur lui et ce qui a été important dans sa vie. Et pour vous, Leïla Cheïd, cette visite au camp, ces camps que vous suiviez depuis si longtemps d'ailleurs, ça a aussi été une sorte de deuxième déclic, quelque chose qui vous engageait définitivement dans la cause palestinienne? Vous savez, oui, j'étais déjà quand même très engagée parce que j'ai participé aussi à la création avec Elias Sambark et Farouk Mardambe d'une très belle revue d'études palestiniennes qui a pendant 22 ans publié de très belles choses. Son nom? La revue d'études palestiniennes, qui est publiée par l'Institut d'études palestiniennes, qui publie une revue en anglais, une revue en arabe. Et Sambar a fondé, Elias Sambar, notre ambassadeur UNESCO, a fondé la version française. Mais moi, ce qui m'a le plus bouleversée, c'est que c'était au Liban. Et qu'avec les Israéliens, il y avait aussi des phalangistes libanais qui participaient au massacre. Et moi, je suis née au Liban et je me sentais aussi libanaise que palestinienne. Et de voir que l'horreur des massacres peut être perpétrée par des Libanais contre des Palestiniens, des Israéliens contre des Palestiniens. Mais pour moi, les Israéliens étaient mes ennemis, donc ce n'était pas un traumatisme. Mais de savoir que des Libanais pouvaient le faire, même à l'Arme blanche, était pour moi quelque chose d'incommensurable. Des chrétiens libanais que vous avez peut-être croisés, vous aviez peut-être croisé plutôt. Bien sûr. D'ailleurs, c'est là où j'ai vraiment compris Hannah Arendt, lorsque j'ai compris que tout le monde est capable de faire une horreur s'il pense que
il est sommé par des ordres hiérarchiques plus élevés de le faire. Mais ça m'a conduit à une dépression nerveuse grave. Même Jean Genet a eu une dépression grave. Et je pense que Jean s'en est sorti en écrivant Un captif amoureux. Et moi, je m'en suis sortie, je crois, grâce à mon mari au Maroc, qui a pansé mes plaies. Parce que et peut-être que c'est pour ça, finalement, que j'ai accepté, en 89 seulement, que le président Arafat me nomme comme ambassadeur. Je pense que j'ai senti que je ne pouvais pas échapper, moi non plus, à mon destin d'être quelque part le défenseur des Palestiniens. Parce que lorsque je pars vers le Maroc, je m'installe en 77 au Maroc, je m'éloigne de la Palestine. Et c'est sûr que Sabra Echati, d'une certaine manière, me ramène à la Palestine et au poste que j'ai aujourd'hui d'être un porte-parole du peuple palestinien avant tout, oui. Et entre-temps, représentant de l'OLP en Irlande, au Danemark, tous les autres pays où j'ai travaillé. Oui. Où on vous voit beaucoup dans les médias pendant une certaine période. Oui, parce que la langue française, comme en Belgique d'ailleurs, est elle-même une identité. Ça veut dire que moi j'ai étudié en France, je maîtrise la langue française, je me sens à l'aise parlant en français avec les Belges, avec les francophones. Et c'est sûr que ça crée un lien. J'ai été ambassadeur en Hollande, je ne parlais pas le néerlandais et ça m'a beaucoup frustrée. Et j'aurais eu le même sentiment si j'étais en Italie, par exemple. On arrive déjà à la fin de l'émission, ça va très vite avec vous, Leïla Chaïd. Si vous aviez un vœu à faire pour la Palestine, c'est une question un peu naïve. Je dirais dans le monde dans lequel nous vivons, avec ce que nous avons vécu dernièrement, ça veut dire le réveil des citoyens du monde arabe, et en particulier les jeunes et les femmes, je souhaite vraiment que les jeunes Israéliens, les femmes israéliennes, les jeunes Israéliens réalisent que dans un monde où nous avons perdu la boussole, nous venons de voir ce qui se passe en Ukraine, et que nous n'avons plus un genre d'équilibre entre deux superpuissances. Il faut à tout prix que les sociétés civiles assument d'être, elles, à l'avant-garde de la réconciliation, de la coexistence, du respect de l'autre, de la reconnaissance de l'altérité. Nous avons besoin des autres pour vivre bien soi-même. Et je suis persuadée que ça aura lieu un jour entre Israéliens et Palestiniens, et Israéliens et Arabes. Mais je pense que c'est une nécessité pour le monde entier, parce que c'est un lieu très symbolique, c'est la Terre Sainte. Et donc, je crois qu'une coexistence, une paix entre Israéliens et Arabes, entre Israéliens et Palestiniens, sera un si grand cadeau pour le monde entier, parce que finalement, nous sommes des êtres humains universels. Et nous devons apprendre à vivre loin de la guerre et de la violence. Nous avons tous besoin de cette paix. J'espère qu'elle viendra pas trop tard. La richesse des uns et des autres ensemble. Oui, tout à fait. Je pense que cette diversité de nos cultures, de nos origines, nous rend plus riches et devrait abattre, disons, la peur qui existe, qui fait qu'on a peur des étrangers, peur des autres lorsqu'ils sont différents de nous. Merci, Madame l'ambassadrice. Merci beaucoup, merci David.